Bonjour à tous. Alors, effectivement, l'objectif, c'est de discuter des moyens de tester un marché à l'international via les places de marché. Euh, on a prévu une présentation en 6 parties. Donc, on va se présenter juste après. On va commencer à discuter du pourquoi le modèle marketplace est en pleine croissance en ce moment. Aussi, comment choisir les marketplaces à utiliser? Et on a vu qu'il y avait quelques questions à ce sujet lors du précédent atelier. Après, on rappelle les contraintes parce qu'il y a des contraintes à respecter, malheureusement ou heureusement. Mais en tout cas, voilà, il faut les connaître pour s'assurer de rencontrer le succès. Et puis, un focus sur les obligations fiscales, parce que c'est aussi à prendre en compte, c'est un enjeu majeur qui sera développé notamment par Cédric. Et puis, on finira par un retour d'expérience sur le lancement réussi d'une activité via les marketplaces en fin de présentation. Alors, on commence en se présentant, en présentant nos sociétés. Donc, NetInvaders, que je dirige, est une société qui a une double activité, une activité de société de services spécialisée dans le développement de solutions web, c'est-à-dire qu'on crée des applications en technologie web qui répond aux besoins spécifiques de nos clients qui peuvent avoir des besoins qui ne rentrent pas dans les cases des solutions standards du marché. Et dans ce cadre, on intervient. Et puis, on a une autre activité d'édition de logiciels en mode SaaS, donc en ligne. Et c'est dans ce cadre qu'on a créé la solution qui s'appelle Market Invaders et qui permet aux entreprises de démultiplier leur chiffre d'affaires en ligne sur les places de marché comme Amazon, eBay, Cdiscount, Nature et Découverte, etc. Et c'est une solution qui a maintenant quelques années d'existence, qui a été auditée et validée par eBay, par Amazon, par une filiale du groupe Carrefour et bien sûr de nombreux autres places de marché et clients. Donc, le concept Market Invaders, là, on a fait un schéma pour avoir un peu de couleur, mais aussi pour permettre de faciliter la compréhension. Donc, globalement, Market Invaders, c'est une application qui aide les entreprises à vendre leurs produits sur les places de marché en parallèle. Vincent? Je me permets, Vincent, nous n'avons pas la Ouais, présentation diffusée. on n'a pas la presse en Ah, ligne. bah Il c'est faut la super. partager, ouais. Mais comment c'est possible? Je m'en occupe, chouette, hein. Partager, ah oui, c'est Ouais. reparti. Donc, c'est là. Est-ce que vous voyez maintenant? Voilà, parfait. Voilà. C'est parfait. Bon, désolé. Donc, voilà, vous ne voyez pas la couleur. Maintenant ouais, ça y est. Sur ce schéma, on voit Market Invaders au centre. À gauche, vous avez les marchands avec leur site Internet. Donc, notre solution, elle se branche aux solutions de type Shopify ou PrestaShop ou d'autres pour récupérer le catalogue produit et on récupère ces produits. Les clients créent des annonces dans le système et les publient sur les places de marché en faisant le travail une seule fois et en diffusant sur 3, 5, 15 places de marché en parallèle. Et on dit que c'est un outil tout en un parce que globalement, nos clients utilisent un seul outil pour gérer toute leur activité, à la fois pour gérer leur catalogue, pour publier les articles sur les places de marché via des annonces. Une annonce, c'est finalement comme quand vous vendez, pour faire un parallèle sur le bon coin, vos produits, vous définissez un prix, vous ajoutez des images, vous décrivez votre produit avec un titre, avec une petite description et des caractéristiques. Donc là, c'est la même chose, c'est dans Marketing Leader que ça se fait. Et après, le système diffuse sur plusieurs places de marché en parallèle avec un sujet qui est la synchronisation des stocks, parce que quand on vend en ligne, bien sûr, c'est intéressant parce que vous pouvez vendre votre catalogue en quelques heures ou quelques jours, mais vous pouvez aussi vendre au-delà de vos stocks, donc réaliser des ventes hors stock, ce qui est à éviter. On a un module d'ajustement automatique des prix, donc ça, c'est intéressant pour les retailers, donc les sociétés qui vendent des produits qui sont vendus par d'autres concurrents. Donc ça permet au système d'ajuster le prix automatiquement en fonction de prix minimum et prix maximum qui sont définis par le marchand. Tout bêtement, le système va identifier qu'il y a une offre concurrente. Si le prix de votre concurrent est inférieur et qu'il rentre dans les seuils définis en fonction de votre coût de revient, vos marges,
le système va placer le prix à 1 euro ou 1 centime en dessous, si vous voulez, c'est paramétrable, ce qui vous permet de remporter les ventes. Et puis, quand vous n'avez plus de concurrence, le système l'identifie et réaugmente en fait le prix au maximum pour optimiser les marges. Donc, c'est un peu la cash machine des retailers. On a un module de traduction automatique des annonces qui se connecte avec des solutions un peu références sur le marché comme Google Translate ou DeepL. Donc ça, c'est clairement très, très utile quand on veut tester un marché à l'export. Hein. Vous pouvez traduire du français vers l'espagnol, l'allemand, n'importe quelle langue, en quelques clics, directement dans l'outil, sans avoir à faire des imports et des exports. Et puis, si vous avez besoin de traduction un peu plus avancée, si vous êtes plus mature et que vous avez aussi un budget, vous pouvez faire appel à des spécialistes qui vont revoir ces éléments, comme Six Continents, qui va se présenter en fin de matinée, avec des traductions hybrides, à moitié automatisées et puis à moitié humaines. On a un module de gestion centralisé des commandes parce que quand on vend, après, il faut expédier les commandes qui se connectent aussi aux transporteurs et qui récupèrent en 2-3 mots les numéros de suivi que vous pouvez avoir en tant que client pour suivre l'expédition de votre colis et qui permet aussi à la logistique d'expédier les produits facilement. Et un module de centralisation des messages parce que, comme on va le voir, c'est essentiel de pouvoir répondre en temps et en heure aux clients. Marketing Invaders, on va passer vite, mais c'est à la fois une solution, mais une approche, un accompagnement de nos clients. Moi qui viens du conseil, voilà, on a une conviction en fait qui est qu'il faut, on peut rencontrer le succès sur les places de marché sans aucun doute. Après, il faut être préparé, il faut connaître les contraintes et il faut y aller pas à pas. Donc, on a une démarche standard avec une première partie qui est le diagnostic. On fait une analyse de l'existant, des enjeux. Après, on aide nos clients à choisir les places de marché. Donc, on va en reparler après coup par rapport aux questions de tout à l'heure. On aide aussi à intégrer les places de marché de manière automatisée, hein, comme le disait Nextra Partner tout à l'heure. Hein. Il y a un sujet d'automatisation et de ROI, quoi, finalement. On forme nos clients et puis on effectue un suivi régulier dans le temps parce que ce qu'on sait, c'est que le développement des ventes, ça s'entretient et ça peut progresser notamment en démultipliant les canaux. Voilà, Cédric, c'est à toi. Super, merci. Bonjour à tous. ASD Group, qui sommes-nous? On est un groupe basé à Sophia Antipolis, un groupe français, et on bénéficie d'une implantation internationale. ASD Group a été créé en 2000 par Monsieur Didier Delangue. On est spécialisé dans les échanges internationaux. On propose un panel de services qui nous permet d'accompagner nos clients, quel que soit leur développement et n'importe où dans le monde. En tant qu'interlocuteur unique, on permet la centralisation sous forme de guichet unique. On en reparlera aussi tout à l'heure et c'est un peu aussi le concept de Market Invader sous forme de guichet unique et on gère l'ensemble des formalités qui sont liées au commerce international et aux différentes administrations. ASD Group en chiffres, Vincent. Voilà, donc comme je le disais, c'est plus de 20 ans d'expérience. On a un réseau de 30 agences dans le monde et en Europe, avec une forte implantation en Europe, puisque c'est de par l'Europe que tout le business a démarré. On a environ 6000 clients de tout horizon, l'industrie, la grande distribution et bien sûr le e-commerce, avec une envolée assez importante, notamment sur les dernières années, de clients qui font du B2B ou du B2C par le biais des plateformes ou de leur site Internet. C'est une équipe de 150 collaborateurs. On est présent sur 5 zones géographiques, l'Amérique du Nord, l'Europe, Afrique du Nord, l'Asie et le Moyen-Orient. Et c'est environ, pour une société de service, un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Quelle offre nous proposons à nos… Alors, c'est une offre ciblée par rapport à l'auditoire d'aujourd'hui, bien entendu. On a un panel de services qui est assez complémentaire, mais assez important et assez complémentaire. Aujourd'hui, le focus de l'offre que je mets en avant, c'est forcément la fiscalité, puisqu'on propose des solutions en matière de conformité à la TVA intracommunautaire et tout ce qui est lié aux taxes internationales.
Et par rapport à la douane, on est représentant en douane enregistré et certifié OA. Donc, ça veut dire qu'on peut assurer une mise en place de procédures de douane dans une entreprise, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle souhaite mettre des entrepôts sous douane et bénéficier de facilitation liées à ces importations et ces exportations. On peut effectuer également tout ce qui est dédouanement à l'import comme à l'export pour la France. Et dans le cadre du parallèle de la fiscalité, on réalise également tout ce qui est transmission aux douanes des déclarations mensuelles qui sont obligatoires et qui permettent de mesurer les échanges entre les différents États et de l'Union européenne. Comment nous fonctionnons? Quelle est notre méthode? Un peu comme Vincent, on est sur différentes étapes. Grâce déjà à un interlocuteur unique pour le client, puisque le client, à partir du moment où il rentre chez ASD, il aura un point de contact. Par rapport à ce point de contact, ça va lui permettre de bénéficier d'une équipe dédiée qui lui permettra d'assurer le bon fonctionnement de ses opérations et de permettre ainsi des échanges clairs dans chaque étape de son projet. Comment on fonctionne? On a d'abord une consultation de l'activité du prospect ou du client. Par la suite, on fait une analyse de ces flux, qu'ils soient financiers ou logistiques. Et derrière, on fait des préconisations par rapport à la mise en place de son business, avec bien sûr les meilleures options possibles et solutions pour travailler au-delà du périmètre que le client peut connaître. Derrière, on réalise, quand on dit de la réalisation, c'est l'immatriculation des sociétés dans les pays concernés liés à leur développement. Mais c'est aussi également tout ce qui est déclaratif. Donc, en gros, on fait toute la partie un peu pénible qu'un chef d'entreprise souhaite rapidement se débarrasser, mais en étant sûr derrière que ce soit bien fait. Donc, c'est ce qu'on fait en fait. Notre objectif, c'est de faciliter le développement de nos clients tout en assurant la mise en conformité par rapport aux administrations et également de leur assurer une veille réglementaire par rapport aux différentes évolutions aux différentes évolutions fiscales qui peuvent intervenir dans chacun des pays. Et on en parlera aussi ça tout à l'heure. Le micro, Vincent. Pourquoi le modèle marketplace est en pleine croissance? C'était la question qu'on voulait se poser. Alors tout bêtement, parce que c'est un modèle qui est gagnant-gagnant, à la fois pour les marques et les marchands. Alors pour les marques, car c'est un véritable relais de croissance à la base. Le principe, c'est qu'une entreprise qui a une belle image de marque ouvre son site Internet à la vente pour d'autres entreprises, d'autres marchands. Et la contrepartie, c'est un pourcentage, un commissionnement sur les ventes, entre, on va dire, 8 et 18-20% selon les cas. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, c'est aussi un renforcement de leur position et de leur image sur le marché, parce qu'ils ont une offre produit plus large. Historiquement, on avait l'offre magasin, qui est pour ceux qui ont des magasins physiques, qui était d'une certaine taille. L'offre en ligne, souvent, est plus large. Et le modèle marketplace permet d'étoffer encore cette offre. Et puis de prendre la place aussi, parce qu'en règle générale, on a une marketplace par secteur, ou en tout cas, on a vocation à n'en avoir qu'une à terme si elle fait bien son travail. Donc voilà, l'enjeu, c'est de rafler le marché sur la totalité. Et pour les marchands, donc, ce qui nous intéresse, c'est de profiter de l'audience et de l'image de marque de la place de marché. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de vendre du jour au lendemain. Et ça fait vraiment la différence. Parce que vous n'avez pas à créer un site Internet, faire toute analyse au préalable, investir de manière conséquente au départ, et puis faire de la publicité, etc. Même si on pourra en rediscuter. Ça permet aussi d'avoir des canaux de vente supplémentaires, parce que les places de marché, il n'y en a pas qu'une, on va le voir tout à l'heure, il y en a beaucoup. Et puis, voilà, c'est un modèle qui peut, comme l'a dit tout à l'heure en Extra Partners, c'est un modèle qui peut être complémentaire à tous les autres canaux existants et même, pourquoi pas, dans certains cas, d'un site Internet. Ça a été cité pour le cas Airbus tout à l'heure.
C'est un très bon moyen de tester des marchés à l'international, effectivement, parce que vous pouvez définir une catégorie de votre catalogue ou un échantillon de votre catalogue, votre top 10 par exemple, et puis le publier sur la place de marché un peu phare de tel pays, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, et voir un peu l'appétence de votre offre par rapport au marché, hein, savoir s'il y a un match entre la demande de ce pays et puis votre offre, parce qu'il peut y avoir des concurrents que vous n'avez pas sur votre marché domestique, etc. C'est un bon moyen d'écouler les stocks aussi, bien entendu. On a des clients dans le secteur de la mode qui utilisent ce canal aussi pour déstocker. Ça vous permet de sous-traiter la partie logistique à la marketplace dans certains cas. Et ça c'est aussi très intéressant parce que ça ne s'improvise pas de vendre en respectant les contraintes dont on va parler. Et les marketplaces comme Amazon ou Cdiscount proposent ce genre de choses. C'est pas neutre. Et enfin, la garantie des paiements. Donc, voilà, le risque d'impayé est quasi nul parce que vous avez un intermédiaire qui se charge de récupérer l'argent et de vous payer intervalle régulier. Voilà, ça, c'est pas neutre. Et ici, vous avez un schéma qui montre tout bêtement que le volume d'affaires globales des places de marché augmente d'année en année, et puis bien sûr un pic en 2020 par rapport à la crise sanitaire. Et puis ce qu'on voit aussi sur ce diagramme de la FEVAD, c'est que la part du business d'une place de marché qui est liée à son activité liée aux autres entreprises, donc le caractère place de marché, est croissant dans le temps. Donc, c'est un véritable relais de croissance pour les marques. On voulait aussi rappeler qu'autrefois, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, on va dire, pour développer un marché à l'étranger, il fallait ouvrir une filiale sur place, tout bêtement, c'est-à-dire louer des locaux, ouvrir des points de vente physiques et recruter des équipes. Et ça coûtait minimum, en tout cas, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers par pays, selon les cas. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous pouvez vous dire, on veut tester ce marché, on sous-traite, on a des tiers qui sont efficaces au niveau logistique, comme on l'a dit, Amazon avec l'offre Fulfillment by Amazon et Cdiscount Fulfillment sur l'Europe, et puis pour Amazon sur le monde quasiment. Donc ça permet de ne pas investir là-dessus, d'être réactif aussi, d'automatiser vos flux. Donc, bien sûr, vous synchronisez vos stocks, on en a parlé tout à l'heure, vous n'avez pas à gérer ce point-là, et vous vous connectez au transporteur qui couvre le lieu, le pays. Et enfin, peut-être un des principaux avantages, c'est que vous variabilisez vos coûts. D'accord ? Donc, les CAPEX conséquents qu'il fallait investir au départ deviennent des OPEX, des coûts variables qui sont finalement marginaux. Et c'est vraiment le modèle des success fees, c'est-à-dire vous payez en fonction de ce que vous gagnez, en fonction du succès. Donc ça fait la différence par rapport au passé. Sur ce slide, on voulait rappeler ce que maintenant tout le monde s'est rendu compte de ce cas-là, c'est que les confinements ont fait exploser le e-commerce, mais notamment les places de marché, comme le souligne la FEVAD là, sur le tableau qui est à droite. En avril-mai 2020, on a eu nos partenaires comme Cdiscount, la Fnac, Darty et El Corte Inglés nous ont rapporté qu'ils ont atteint des chiffres d'affaires supérieurs aux chiffres de Noël, sachant qu'en e-commerce, en règle générale, Noël, c'est le pic d'activité. Donc voilà, et puis les tendances post-confinement, c'est que c'est une hausse durable de l'activité e-commerce. C'est pas lié uniquement à la crise sanitaire, a priori. Et voilà, et les marketplaces sont un bon relais de croissance pour compenser la baisse d'activité des magasins physiques. Alors, sur ce slide, on s'est dit qu'avant de vous donner la réponse de comment choisir les marketplaces à utiliser, on voulait rappeler ce que c'était que les marketplaces. Donc, historiquement, on avait eBay, Amazon au niveau mondial. En France, on a Cdiscount, qui est la place de marché numéro 2. Google aussi, qui a évolué et qui a sorti sa place de marché il y a pas longtemps, mais qui permettait déjà des ventes depuis des décennies.
Rakuten, qui est l'ancien Price Minister, et puis rue du Commerce, ces 2 places de marché étaient plus orientées à high-tech. Ça, c'était l'histoire. Et actuellement, enfin en tout cas de manière plus récente, on a des places de marché qui sont beaucoup plus variées et de plus en plus spécialisées. Donc, on voit Fnac Darty, on a beaucoup parlé, Boulanger également. En Espagne, on a sur ce secteur high-tech, on a PC Componentes ou ePrice en Italie. Mais on voit aussi l'avènement d'autres marques bien connues chez nous, comme Maison du Monde ou Nature et Découverte, qui ont lancé leur modèle place de marché, Truffaut. On a aussi un petit peu de haut de gamme quelque part, avec Galeries Lafayette en France, El Corte Inglés en Espagne, Galeria Inno, qui est l'équivalent en Belgique. Et puis, 20K qui correspond à la vente de vêtements en Espagne aussi. Et puis Mati, qui est un joaillier qui s'est lancé également dans le modèle marketplace. Donc, les questions qu'il faut se poser pour choisir le marketplace, c'est déjà selon la typologie de votre produit, de vos produits. Par exemple, Amazon et Cdiscount sont généralistes. Decathlon et GoSport sont spécialisés sur le sport. Donc, Decathlon, au passage, lance sa place de marché au niveau mondial, ce qui risque de faire beaucoup de bruit. L'image de marque aussi, parce que H&M, qui a lancé sa place de marché sous le nom A-Found, donc A-Found en français, en Europe du Nord, n'a pas la même image que Galeries Lafayette. Et pareil pour Amazon, qui est l'acteur global, versus Cdiscount, qui est le fleuron français du e-commerce. On a aussi les valeurs de l'entreprise que vous portez. Si, par exemple, la Camif propose que du Made in France, donc ça permet aussi de se différencier. Et puis, vous en avez certaines, de plus en plus, qui sont spécifiques au B2B, comme Amazon Business ou Cdiscount Pro, mais aussi Metro, qui s'est lancé sur le sujet de la marketplace, ou bien Rétif. Donc, Cédric, c'est à toi. Alors, on fait juste un petit point là sur l'aspect réglementaire de la TVA dans le cadre du e-commerce. Donc, à ce jour, ce qu'on connaît de la vente à distance, c'est une vente de biens d'une société, par exemple la France, à des particuliers qui sont domiciliés dans un autre État, par exemple l'Italie, et qui nécessitent de collecter la TVA et le reversement de TVA, soit dans l'État membre de départ de la marchandise, soit sous certaines conditions, dans l'État membre de destination de la réalisation de la vente. Donc, soit en France, pour reprendre l'exemple, soit en Italie. Je reviendrai sur l'explication par la suite. À compter du 1er juillet 2021, donc les règles vont changer. J'ai un bruit. Ouais. À compter du 1er juillet 2021, les règles vont changer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, les règles changent pour pouvoir adapter le système de TVA actuel à l'explosion du e-commerce, sujet du jour, de réduire et de simplifier les formalités administratives pour les entreprises qui font du e-commerce. Et on verra que ce n'est pas toujours simple, et c'est pour ça qu'on existe, et de lutter efficacement contre la fraude à la TVA, notamment par rapport aux sociétés, aux diverses sociétés qui évitent ou qui ne souhaitent pas déclarer leur TVA. Par ce biais-là, on devrait pouvoir limiter la fraude à la TVA, qui se monte à plusieurs milliards d'euros. Donc, c'est pourquoi, à partir du 1er juillet, il existera 2 types de VAD, non plus une seule comme on le connaît aujourd'hui. Il y aura la VAD intracommunautaire, qui va s'apparenter à la VAD actuelle avec différents changements. Et il y aura la VAD de biens importés de pays tiers, c'est-à-dire que à partir du moment où un vendeur réalise une vente à un B2C avec un transport direct qui est réalisé par le vendeur depuis un pays où la marchandise va partir en dehors de l'Union européenne et arriver en Union européenne, un vendeur qui va acheter sa marchandise en Chine, la marchandise arrivera directement chez le client en France ou en Italie, peu importe, mais dans un pays de l'Union européenne. À ce moment-là, on parlera de vente à distance de biens importés de pays tiers. Et je l'expliquerai tout à l'heure. Du coup, je te redonne la main, Vincent. Oui, merci. Alors, quelles sont les contraintes à respecter pour rencontrer le succès? Donc, comme vous l'avez compris, ça peut être, entre guillemets, magique de vendre sur les places de marché. Du jour au lendemain, vous pouvez vendre et vendre beaucoup. Par contre, il faut respecter un certain nombre de règles et là, ça peut se corser, entre guillemets, selon la culture de votre entreprise, les habitudes, les processus. Et avant de rentrer un peu dans le détail, en fait, il y a 3 sujets, plus
le sujet qui va être développé par Cédric sur les obligations fiscales. Donc, le premier, c'est la qualité des données catalogues qu'il faut maîtriser. Le deuxième, c'est l'aspect logistique qu'il faut bien gérer. Pour le coup, c'est essentiel. Et le troisième point, c'est le service client. C'est-à-dire qu'il faut remettre le service client au cœur des préoccupations de l'entreprise. Et ce n'est pas toujours le cas par rapport à nos habitudes et par rapport au paradigme précédent où les clients avaient parfois du mal à se faire entendre. Là, le système, le mode en ligne, on va dire, et y compris sur les places de marché, prend en compte le retour des clients et la satisfaction des clients. Donc, quand on parle de qualité des données catalogues, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de maîtriser ces données, c'est-à-dire avoir pour chacun de ces produits des caractéristiques, comme la taille, la couleur, etc. Parce que les places de marché imposent des caractéristiques produits obligatoires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas renseigné toutes les cases, vous ne pouvez pas publier vos produits. Donc ça, c'est le premier point. Et elles sont variables selon les places de marché. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, j'ai fait le travail pour un, après, c'est fini. Donc là, bien sûr, nous, c'est un peu notre sujet. On accompagne nos clients là-dessus. Mais c'est quelque chose à avoir en tête. Ainsi que les catégories, parce que les catégories où on classe ces produits n'ont pas la même nomenclature, si vous voulez, selon les places de marché. Après, dans la même idée, chaque place de marché définit son référentiel au niveau résolution des photos. Donc, il faut avoir des photos. Pour certaines, c'est tout en fond blanc. D'autres, c'est différent, avec une résolution particulière. Et il faut aussi travailler, malgré tout, le contenu de ces annonces pour avoir un référencement optimal et maximiser ses ventes avec des titres, des descriptions et des mots-clés qui sont travaillés et qui peuvent être aussi travaillés par canaux. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais vous pouvez différencier selon vos canaux et puis la cible, le discours marketing. Et donc, vous pouvez le faire dans différents outils pour adresser les places de marché de manière différente. Après, au niveau logistique, donc, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut respecter des délais de traitement et d'expédition des colis assez exigeants et qui sont imposés par les places de marché. Donc, ce qui veut dire qu'il faut soit vérifier que votre logistique en interne répond à ces exigences, soit tout bêtement externaliser votre logistique. Et dans ces cas-là, vous avez plusieurs possibilités d'externalisation, plusieurs modalités. Donc, soit vous faites une délégation limitée à la gestion des stocks et du transport à un logisticien, quel qu'il soit. Pas forcément, il n'y a pas uniquement Amazon FBA ou Cdiscount Fulfillment, il y en a bien d'autres. Ou bien certains acteurs vous proposent une délégation totale, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas monter en compétence sur le sujet et changer vos processus, on va dire, si besoin, vous pouvez confier votre stock à une société qui va s'occuper à la fois de publier les annonces sur les places de marché, mais aussi gérer tout ce qui est commande, transport, expédition, et également les messages avec les clients. Donc ça prend quelques points de marge quand même supplémentaires, mais c'est aussi une solution qui peut être intéressante quand vous avez suffisamment de marge et que vous souhaitez accéder directement à un système opérationnel du jour au lendemain. Il faut éviter à tout prix les ventes hors stock parce que les places de marché n'acceptent pas ce genre de choses. Ça génère une frustration des clients. Et vous savez, sur les places de marché, vous avez un système de notation, d'étoiles, où on note les vendeurs. Et si vous n'avez pas de bonne note, si vous générez de la frustration parce que vous dites que vous allez expédier un produit et puis ce n'est pas le cas, vous risquez d'être banni du jour au lendemain. Et ça se voit, certaines places de marché, au bout d'un moment, vous coupent vos comptes et donc tout votre business model et le chiffre d'affaires lié peut s'effondrer. Donc, c'est des choses à anticiper. Et puis, si vous internalisez ce sujet, la partie logistique, il faut choisir ses transporteurs selon vos contraintes de volume, bien entendu, de tarifs et de destination. Et puis, on a fait un petit rappel douane, c'est-à-dire que toute importation de marchandises est soumise à des droits de douane et à la TVA à l'importation. On le rappelle,
c'est peut-être évident, mais voilà, ça va mieux en le disant. Et dans certains cas, juste pour compléter ce que tu disais, Vincent, c'est qu'on sait mettre des systèmes d'exonération de TVA à l'importation qui vont permettre d'éviter d'avoir à faire ces avances de trésorerie. Et donc, l'orientation du service client. Donc, une fois que vous avez géré votre logistique et géré la qualité de votre base de produits, votre catalogue produit, et il faut s'assurer que vous ayez un service client qui répond globalement en temps et en heure, parce que ça fait partie aussi de l'appréciation des vendeurs. Et il y a un certain taux de réclamation qu'il ne faut pas dépasser. Voilà, donc c'est souvent finalement un des points qui est un des plus compliqués, c'est qu'il faut transformer dans certains cas la culture d'entreprise en se disant qu'il faut prioriser la satisfaction client. Donc ça, c'est le point à anticiper et globalement, hein, enfin, on peut vous assister à la fois Nextra Partners, nous de notre côté, et puis bien d'autres. Il ne faut pas hésiter voilà, à se reposer la question à ce moment-là, de se dire, bon, est-ce que c'est le moment de revoir mon organisation, à la fois sur la partie logistique et client, ou pas, parce que souvent, ça vaut le coup et ça fait la différence. Ouais. Donc, par rapport à tout ça et toutes ces possibilités et solutions qu'il existe pour pouvoir rapidement développer son business, il est important de garder à l'esprit les obligations fiscales si on veut que son business se passe de la meilleure manière qu'il soit. Là, je vais refaire un petit focus sur ce que l'on connaît aujourd'hui de la vente à distance, qu'on se passe par un site e-commerce ou par une marketplace, et ensuite les modifications que nous aurons après le 1er juillet suite à la réforme de la TVA e-commerce. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous connaissons de la TVA et de la TVA par rapport à la vente à distance, donc c'est une vente à destination d'un B2C avec un transport qui est réalisé par le vendeur. Et je reprends mon exemple d'un État membre 1 de l'UE, donc la France par exemple, vers un État membre 2, là où se situe le client B2C, par exemple l'Italie. Donc cette vente est soumise à la TVA dans l'état de départ de la marchandise. Donc ici, la France. En revanche, dans certaines situations, et c'est le cas quand on peut vendre sur certaines marketplaces ou quand on souhaite mettre des stocks dans un pays, on a une obligation d'immatriculation. La deuxième obligation, la deuxième cause liée à l'obligation d'immatriculation, ça va être le dépassement du ou des seuils de vente dans les différents pays de destination de la marchandise. Donc, si on vend en Italie, qu'on a dépassé le seuil en Italie, on est obligé de s'immatriculer. Si on va en Allemagne, qu'on a dépassé le seuil en Allemagne, on est obligé de s'immatriculer, etc., etc., et ce pour tous les pays de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, à partir du moment où on met du stock ou à partir du moment où on a dépassé des seuils, étant donné qu'on a une obligation d'immatriculation, on est obligé de vendre avec les taux de TVA du pays concerné. Ça, c'est une obligation. En revanche, un vendeur peut opter pour une immatriculation volontaire. Et je prends un exemple. On lance un business depuis la France, toujours pareil, on va garder l'Italie. Je sais que sous peu, les seuils seront rapidement atteints ou que je prévois déjà de mettre des stocks, c'est le temps de la mise en place et que ça va être fait assez rapidement. Comme il existe certains délais quand même au niveau des administrations pour pouvoir obtenir une immatriculation à la TVA, dans ce cadre-là, je peux opter volontairement pour m'immatriculer dans le pays de destination et pouvoir ainsi avoir une fluidité dans la continuité de mon développement. Donc ça, c'est ce qu'on connaît à partir de aujourd'hui jusqu'au 1er juillet 2021. À partir du 1er juillet 2021, comme je le disais tout à l'heure, il existera deux types de ventes à distance. Donc, il y aura la VAD intracommunautaire qui s'apparente à ce qu'on a aujourd'hui sans les seuils, puisque les seuils vont disparaître. Juste un petit rappel, c'est que toute vente à destination de B2C, qui sont des ventes locales, ne constitue jamais de vente à distance au regard de la TVA. Et ensuite, on aura les VAD de biens importés de pays tiers. Donc, je reprends mon exemple. On fait une vente à destination d'un client italien. On a un transport qui est organisé par nous-mêmes. Et derrière, la marchandise part depuis la Chine, arrive en Italie. Donc là, on est dans une vente à distance de biens importés. On n'a jamais de vente à distance de biens importés à partir du moment où on a un stockage intermédiaire dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là,
il s'agira d'une importation suivie d'une vente locale. On le reverra tout à l'heure en schéma. Et il ne s'agit pas non plus de vente à distance de biens importés à partir du moment où le vendeur agit en tant qu'importateur. Donc, pour reprendre les petits schémas et que ce soit un petit peu plus fun, parce que la fiscalité, c'est jamais très fun. La VAD intracommunautaire, comment ça se matérialise? Donc, je le disais tout à l'heure, on a un fournisseur qui vend des marchandises à des clients B2C. La marchandise est expédiée par le fournisseur depuis son pays, depuis un pays de l'Union européenne, vers un autre pays de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, il s'agit de VAD intracommunautaire. Je suis basé en France, j'expédie en Belgique. Il s'agit d'une vente à distance intracommunautaire. La VAD de biens importés de pays tiers, donc on a toujours notre fournisseur qui vend des marchandises à des clients B2C. Ces marchandises sont expédiées depuis un pays hors Union européenne, directement à destination du client B2C dans un pays de l'UE. Dans ce cadre-là, il s'agit bien de vente à distance de biens importés. Et comme je le disais tout à l'heure, donc ça c'est l'exemple qui le matérialise. On ne parle pas de VAD de biens importés à partir du moment où il y a une opération de stockage. On a un fournisseur qui vend des marchandises à des clients B2C. Les marchandises sont expédiées depuis un pays en dehors de l'Union européenne. Elles sont stockées en Union européenne, puis vendues aux clients B2C. Donc là, on n'est pas dans le cadre de la VADBI, on est dans le cadre d'une importation suivie d'une vente locale dans le pays de l'Union européenne par lequel il sera concerné la vente. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, à compter du 1er juillet 2021, on aura une suppression des seuils de vente. Donc, les VAD intracommunautaires seront toujours soumises à la TVA dans l'État membre d'arrivée des marchandises, et ce, dès le 1er euro. Aujourd'hui, je vends depuis la France à destination d'Italie, je suis soumis à la TVA française. Demain, je vends depuis la France à destination de l'Italie, je devrais facturer avec la TVA italienne. Important. Et ce, dès le 1er euro. On n'a plus de notion de seuil. VAD de biens importés seront également soumises à la TVA dans l'État membre d'arrivée, et ce, dès le 1er euro. Donc, on reprend le même exemple. Les VAD de biens importés, alors on en parlera tout à l'heure, mais il y a une suppression de certains seuils. Les VAD de biens importés qui sont de plus de 150 euros ou les VAD de biens importés de moins de 150 euros et non déclarés via ce qu'on appelle le Import One Stop Shop ne seront pas taxables dans l'UE. Seule l'importation sera taxable. Donc, on aura une TVA à l'importation qui sera payée par le client B2C au transporteur avant la livraison de son colis. Ça, c'est important. Sur la VAD intracommunautaire, on refait un point. Donc, une société française vend des marchandises à des clients B2C aux Pays-Bas. Donc, les marchandises sont expédiées par la société depuis la France à destination des Pays-Bas. La société française devra facturer la TVA néerlandaise, qui est à 21%, dès la première vente. Sur la VAD de biens importés, dans ce cadre-là, une entreprise française qui fait du dropshipping B2C en France, en Italie et en Allemagne, par exemple, les marchandises sont expédiées pour le compte du dropshipper français, depuis la Chine, directement à destination des clients B2C qui sont situés en France, en Italie et en Allemagne. Donc, dans ce cadre-là, la société française devra facturer, selon les cas, la TVA française, italienne et Allemagne, et ce, dès le 1er euro. Donc, je le disais tout à l'heure, actuellement, il existe une exonération de déclaration en douane de la TVA à l'importation pour les envois de moins de 22 euros, des colis de moins de 22 euros, ce qui suscite, on va pas le cacher, une énorme fraude. À compter du 1er juillet 2021, ça sera une suppression de cette franchise de colis à 22 euros qui sera remplacée par une exonération de TVA à l'importation pour les ventes à distance de biens importés qui seront inférieurs à 150 euros, uniquement si les vendeurs font leur déclaration via l'Import One Stop Shop. Une déclaration de douane doit tout de même être déposée à l'importation et celle-ci doit obligatoirement mentionner le numéro de TVA IOSS du vendeur. Ce numéro de TVA IOSS sera à garder précieusement et à ne transmettre à quasiment personne si on ne veut pas avoir de problématique.
À l'heure actuelle, donc, il existe un seul régime particulier facultatif qui est le MOS, le Mini One Stop Shop, qui est actuellement ouvert aux entreprises UE comme les hors UE et qui sert énormément pour le service de vente, pour la vente de services électroniques transfrontaliers, pour des B2C uniquement. À compter du 1er juillet, donc, le MOS sera remplacé par 3 nouveaux régimes particuliers qui seront facultatifs. Donc, je vais y revenir après, mais qui seront susceptibles de s'appliquer au e-commerce. Donc, le OS pour les entreprises hors UE, le OS pour les entreprises UE et le IOSS dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi régime facultatif? Parce qu'aujourd'hui, les schémas que l'on connaît dans la représentation fiscale et que l'on opère déjà à ce jour, c'est-à-dire une société française qui a besoin de numéros de TVA dans différents pays de l'Union européenne, ce schéma existera toujours et pourra toujours être en place et sera de toute façon toujours en place à partir du moment où vous mettrez un stock dans un des pays concernés. Mais sur option, vous pourrez opter, au lieu d'avoir plusieurs numéros de TVA, opter pour un seul numéro de TVA via le OS UE et le IOSS. C'est là où ça va rentrer ça va se complexifier. Et on répondra à vos questions sur ça en fonction des différents business. C'est là où ça va se complexifier parce qu'on parle d'un numéro unique alors qu'on peut en avoir potentiellement 2, 3 rapidement. Le fonctionnement des hausse, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre de déclarer donc toutes les opérations concernées et de payer la TVA afférente dans un seul pays. Aujourd'hui, si je opte pour le hausse, je vais déclarer toutes mes ventes qui sont à destination des pays de l'Union européenne via mon hausse et je vais payer toutes mes ventes locales via mon numéro de TVA local. L'utilisation du hausse, donc, comme je le disais, est toujours facultative, c'est une option. Et il est possible de cumuler des déclarations, je viens d'en donner l'exemple, des déclarations hausse avec des déclarations classiques, mais par contre pas pour les mêmes opérations, puisque dans le cas de tout à l'heure, je parlais d'opérations intracommunautaires et d'opérations locales. Globalement, comment ça se matérialise? Je suis une société française et je réalise des ventes à distance intracommunautaires au départ de la France et à destination de différents pays, Italie, Pays-Bas et Roumanie. Selon certains cas, les sociétés françaises devraient s'immatriculer soit en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie pour l'exemple présent. À compter du 1er juillet, donc la société française pourra choisir de déclarer l'ensemble de ses VAD en France sous un numéro de TVA français et quel que soit le pays de TVA où la TVA est due. Pardon. Donc la société française va facturer et déclarer facturer et déclarer au taux de TVA applicable dans les pays d'arrivée. Donc la société française doit alors déposer en France une déclaration OSUE pour toutes ses ventes intracommunautaires, ses ventes à distance intracommunautaires, et une déclaration de TVA classique qui va reprendre toutes ces opérations qui sont soumises à la TVA française. Alors, tous les schémas dont on a parlé tout à l'heure sont dans le cadre de la vente à distance et notamment de ce que nous, on différencie en fiscalité de e-commerce et de vente à distance. Et aujourd'hui, par le biais de la vente à distance, il y a une notion qui se met en place pour justement éviter toutes ces fraudes à la TVA. C'est l'introduction de la redevabilité des marketplaces. Donc, il est important de comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, et on a un exemple qui est matérialisé, je suis vendeur UE, j'achète des marchandises en dehors de l'Union européenne et je vends par l'intermédiaire, alors on a pris la plus célèbre parce que c'est celle qui parle à tout le monde, Amazon. Donc, le dropshipper français va vendre à des clients B2C sur Amazon. Les colis font moins de 150 €, sont expédiés par le fournisseur chinois depuis la Chine directement à destination du B2C français. Il n'y a pas de stockage en Union européenne, c'est important. Dans ce cadre-là, on est sur une VAD de biens importés de moins de 150 € et c'est Amazon qui sera redevable de la TVA. Ça, c'est important. Alors, comment ça se matérialise concrètement? C'est que on a donc une première opération qui va être une vente qui va se faire entre le fournisseur chinois et le dropshipper français.
Cette vente sera faite en hors taxe, sans TVA, bien entendu. Il y aura une vente 2 qui sera faite du dropshipper à Amazon, qui sera considérée sans transport et donc toujours localisée sur la partie chinoise, donc sans TVA également. Et il y aura une vente entre Amazon et le client B2C, qui, elle, sera considérée comme vente à distance de biens importés pour des montants de moins de 150 € et qui sera donc taxable avec la TVA à 20%. Donc, voilà pour l'introduction de la redevabilité des marketplaces. Je crois qu'on a fini le focus sur la partie obligation et changement de réglementation. Je crois que Mathieu nous a rejoint, Mathieu Samac, qui est Mathieu nous a l'un de nos rejoint, clients. Ouais, il est là, super. Donc, je vais rapidement présenter Mathieu et puis après, je vais lui laisser partager son retour d'expérience sur le développement de sa marque via son site e-commerce et via les marketplaces. Mathieu, merci d'être avec nous. Mathieu Samac a créé la société FaceUp. Et Mathieu, je crois que le mieux, c'est que vous en parliez parce que vous êtes le mieux placé pour parler de tout ça, de votre société, de votre réussite. Avec plaisir, merci. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très, très bien. Est-ce que vous me voyez également? Également, oui. Parfait. Alors, en fait, je suis donc Mathieu Samac. Donc j'ai 43 ans. Je suis le cofondateur de la société FaceUp que nous avons créée en 2013. Donc, ça fait bientôt 8 ans qu'on opère. C'est un produit qui a été riche en expérience. C'est pas un produit qui a une croissance, on va dire, rapide, comme ça se passe aussi parfois beaucoup sur le marché aujourd'hui avec des jeunes produits. C'est un produit de niche pour le moment, mais qui correspond à un vrai besoin qui reste majoritairement à révéler. Historiquement, nous, on vient du retail. On a fait le choix en 2013 de pousser nos produits dans la distribution classique. Parce que, alors, en un mot, pour dire ce que sont nos produits, c'est un système qu'on colle sur son téléphone portable et qui permet de réduire la quantité d'ondes électromagnétiques que l'on absorbe lorsqu'on téléphone. Donc, c'est une antenne passive. C'est un produit qui est assez technique, même s'il a une apparence assez simple. Donc, nous, on a des challenges aussi en termes de communication qui sont un petit peu plus complexes que des produits mainstream. Et donc, on a fait ce choix des magasins physiques à notre introduction parce que nous avons démarré dans les pharmacies. C'était l'occasion pour nous de crédibiliser en fait notre produit en étant dans des réseaux médicaux. Très vite, on s'est tourné vers les magasins bio, puis d'autres créneaux. Et on est resté comme ça pas mal d'années. On a eu des créneaux très sympas, on a été dans des secteurs de distribution intéressants et valorisants, mais on n'avait jamais fait ce virage du numérique. Je pense qu'on en sous-estimait le potentiel, ou du moins qu'on ne l'avait pas assez côtoyé pour se rendre compte de ce qu'on ratait, de ce dont on passait à côté, pour que ça puisse faire, je dirais, un électrochoc en se disant, en fait, c'est un passage obligé et il ne faut pas perdre de temps pour le faire, ne serait-ce que pour le tester, parce qu'on peut ne pas avoir tout de suite du succès, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se teste parce qu'il y a de l'apprentissage. Et ça, c'est un incontournable. Après, selon la manière dont on s'entoure, la manière dont on est efficace, on peut avoir des résultats plus ou moins rapides. Et finalement, le online, au-delà des résultats de croissance, c'est quelque chose qui nous a permis de rencontrer vraiment notre cible principale et plus massivement, avec une capacité d'identification de nos personas, de nos targets principales. Ce qui n'a pas été possible avec le retail, puisque vous avez finalement, même si vous avez une grande tendance dans le type de personnes qui visitent des magasins, la pharmacie, vous avez tout le monde. Les magasins bio, je dirais que c'est peut-être un peu plus précis, mais vous n'avez pas à un moment un détail. Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, quelle tranche d'âge? Est-ce qu'ils ont des enfants? Quels peuvent être leurs centres d'intérêt? Vous restez finalement assez loin de la connaissance de votre cible. Et ça, c'est également un des énormes avantages du online, qui vous permet d'ailleurs après éventuellement d'avoir des retombées aussi dans le domaine du retail physique, puisque vous allez pouvoir peut-être adapter les magasins qui correspondent aux cibles que vous aurez identifiées plus minutieusement par le online. Donc le online, il a différents intérêts. C'est un levier de croissance, mais c'est aussi un levier de connaissance de la réceptivité de son produit et des audiences qu'on va cibler. Les énormes avantages de cette vente en ligne, en fait, ce sont tous les accès que vous avez aux KPI principaux, tous les chiffres clés.
grâce aux outils gratuits payants de Google, de tous les outils auxquels vous avez accès et grâce au tracking visiteur d'un site Internet. Depuis le point de départ, potentiellement une publicité ou du trafic naturel si vous êtes bien référencé, jusqu'à la visite, la sortie ou l'achat de votre visiteur. Donc, ça permet de savoir beaucoup de choses sur lui. Et ça, c'est très intéressant pour détecter et apprendre, connaître son audience et ses clients de manière précise. Il y a aussi un énorme avantage au online, c'est le test and learn et de manière très rapide. C'est de pouvoir mettre en place rapidement des choses, que ce soit sur des canaux d'acquisition, que ce soit sur des messages de communication. En fait, on peut tout imaginer dans le cheminement de l'évolution d'un produit, de sa communication auprès du grand public, et ça se fait très rapidement avec des résultats mesurables. Ça aussi, évidemment, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Vous pouvez tester une sensibilité prix, vous pouvez tester les arguments que vous déployez en fonction de là où vous allez les placer, de la tournure de phrase que vous allez utiliser. C'est quelque chose qui est très fin. Et également en fonction des cibles, puisque vous avez la possibilité de personnaliser vos messages en fonction du type de visiteur, de la provenance du visiteur. Vous pouvez même personnaliser des offres, afficher des prix différents. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Ça, c'est également très intéressant. Puis, vous avez un énorme avantage, c'est que vous mesurez votre ROI ultra rapidement. Vous faites une campagne de pub, vous savez très vite si elle va marcher, pas marcher, s'il faut continuer, s'il faut arrêter, s'il faut peut-être reformuler, si vous avez payé vos clics trop cher, s'il vaut mieux faire du CPM, s'il vaut mieux faire du CPA, s'il vaut mieux payer des influenceurs, s'il vaut mieux avoir la recommandation des programmes ambassadeurs. En fait, tout se traque et ça aussi, c'est un des énormes avantages qu'on n'a pas quand on fait une pub dans un magazine papier, quand on fait de l'affichage. On va avoir des retours, mais qui sont souvent un peu plus tardifs, un petit peu pas très analytiques, et puis surtout qui nécessitent des budgets importants. Quand vous lancez des grosses campagnes, ça coûte cher. On n'a pas trop envie d'avoir droit à l'erreur. Alors que dans le online, on a droit à l'erreur parce qu'on peut limiter ses budgets à la phase d'apprentissage. Ça, c'est très important. Après, il y a une partie qui est très importante quand on se lance dans le online, c'est qu'il y a des fondamentaux qu'on doit respecter. Ces fondamentaux, on peut les trouver auprès des experts du secteur et des professionnels qui sont reconnus, parce qu'il y a plein de gens qui sont experts, mais qui n'auront pas forcément la finesse, notamment aussi en fonction de la nature du produit. On ne fait pas du tout les mêmes choses en fonction de si on a un produit de niche, si on a un produit mainstream, si on a un produit très concurrentiel, peu concurrentiel, si son avantage est un avantage de prix ou un avantage de qualité. Tout ça fait qu'on ne distribue pas du tout un produit de la même manière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous vous lancez dans le online, vous devez avoir un site web de vente qui soit adapté. La technologie que vous pouvez utiliser, que ce soit WordPress WooCommerce, Shopify, PrestaShop, Magento, va dépendre du nombre de produits, évidemment, mais pas que. Va dépendre des ressources techniques que vous voulez allouer. Donc, est-ce que vous avez un développeur à plein temps? Quel est son niveau de compétence? Quelle est sa capacité de réaction? Quand il y a des mises à jour, qui peuvent faire des bugs, etc. Quand vous avez des gros volumes d'affaires sur Internet, vous ne pouvez pas avoir un site pendant plusieurs heures, plusieurs jours, n'en parlons même pas, qui ne soit pas opérationnel. Les coûts, le manque à gagner est trop important. Donc, il faut investir dans des solutions qui soient suffisamment robustes pour se dire que finalement, vous payez peut-être, entre guillemets, le prix fort, mais ce prix fort de la sécurité, finalement, en cas de problème, vous êtes largement gagnant. Puis voilà, en fonction aussi du niveau technique qu'on est prêt à déployer pour que son système reste tout à fait fiable. Donc ça, effectivement, c'est une obligation. Après, vous avez des bonnes pratiques. C'est évidemment qu'un site soit responsive design. Aujourd'hui, ça ne se négocie pas évidemment. Que votre site soit tourné sous forme d'un espèce de tunnel d'achat. Donc, c'est la manière dont le visiteur va rentrer. Quelles informations va-t-il avoir en premier? À quel moment on lui fait faire des call to action? Comment est-ce qu'on le pousse à la vente? Très vite, pas trop vite. Est-ce qu'il a besoin d'infos? Pas besoin d'infos. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler un petit peu l'UX, l'expérience utilisateur, pour savoir un petit peu quel est le parcours d'un client sur un produit connu, pas connu, pour lui donner les bonnes infos au bon moment pour l'amener finalement à acheter son produit. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières de le faire. Il y a également tout ce qui va être pop-up de sortie. Un visiteur est parti. Pourquoi? Il faut essayer toujours de poser des questions. Il y a plein de petites applications qui existent qui permettent en fait de sonder le visiteur pour savoir pourquoi il est parti. Ça, c'est aussi très important pour les améliorations. De faire parfois des pop-up d'entrée. On va proposer des codes de réduction en échange d'adresses email qui permettent derrière d'envoyer des messages ou de sensibilisation
ou de promotion et de publicité pour convertir ces personnes-là plus tard. Donc là, il y a aussi plein de process qui sont vraiment des sentiers battus pour les experts. Ça s'affine, ça se travaille, mais il y a des grandes tendances comme ça fonctionne, il n'y a vraiment aucun souci. Après, vous avez la manière dont vous allez bâtir votre site, la réassurance, les avis clients, la manière dont vous allez promouvoir votre produit, quels sont les éléments que vous allez mettre en avant, etc. Donc, c'est vrai que ça reste un travail global, puisque finalement, on synthétise toute la connaissance d'un produit dans un lieu unique qui est un site Internet. L'avantage, c'est que vous en avez la totale maîtrise. Le désavantage, c'est que ça demande quand même pas mal de boulot, d'aller-retour, mais le potentiel est gros, donc ça en vaut évidemment, ça vaut le coup de le faire. Il y a quelques pièges à éviter. Oui. Ouais, Mathieu, je me permets d'intervenir. Bien sûr. Vous parlez de la formidable expérience de créer son site e-commerce. Il est vrai que aussi la marketplace a été un véritable levier de développement pour vous. Vous vendez aujourd'hui sur des marketplaces. Rapidement, vous pouvez nous en faire un petit retour? Alors, en termes de chiffre d'affaires, les marketplaces, pour nous, c'est marginal. Ça pourrait être plus important, mais on l'a volontairement limité parce qu'on ne veut pas être cannibalisé sur des réseaux en fait, qui vont, comme on est un produit de niche, en fait, on fait beaucoup de publicité. Et c'est par cette publicité que nos visiteurs arrivent. Et le problème, c'est que les marketplaces vont toujours essayer d'avoir des prix plus bas. Et quand vous avez un produit sur lequel vous voulez garder le contrôle, c'est difficile de leur laisser champ libre parce qu'en fait, ils vont venir cannibaliser nos ventes sur lesquelles ils n'investissent pas en termes de pub. Et eux vont venir gratter leur petite commission. Donc, c'est vrai qu'on fait quand même un niveau de vente qui est correct, par exemple, sur Amazon. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé, qu'on va redévelopper, mais on maintient volontairement des prix élevés pour ne pas nous auto-concurrencer sur notre site web. Et on va choisir soigneusement aussi les plateformes pour que ce soit des plateformes qui sont assez valorisantes. Et on va éviter aussi à d'autres vendeurs de venir nous concurrencer sur notre propre produit. Donc, c'est vrai qu'on a une croissance assez organique sur Amazon, mais comme on est un produit de niche, les gens ne tapent pas spontanément produits anti-ondes, se protéger des ondes, c'est un volume de recherche. C'était un des points que j'allais aborder, qui est le push vs le search. Et je peux même en parler maintenant. En fait, quand vous avez un produit qui est un produit mainstream, tout le monde le cherche. Donc là, quand vous allez sur Amazon, c'est fantastique parce que vous avez peut-être 10 000, 100 000, 1 million de personnes qui vont aller sur Amazon chercher ce produit parce que c'est un lieu sur lequel ils ont l'habitude d'acheter. Soit vous avez un avantage de prix, soit vous avez un avantage de qualité, soit vous avez beaucoup d'avis clients très positifs là où vos concurrents n'ont pas d'avis. Donc, vous allez finalement gagner cette bataille de l'appréciation client pour vous positionner sur les ventes. Et là, sur Amazon, si vous avez un bon produit avec un bon prix et des bons avis, vous devenez le numéro 1 de la catégorie. Et il y a aujourd'hui des startups qui se sont spécialisées dans ce type de business, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur propre produit comme une entreprise qui historiquement développerait un métier ou une solution, sont des gens qui vont chercher les produits qui ont du potentiel, qui sont peut-être ou sous-représentés, ou sous-valorisés, ou trop chers, ou il y a peut-être un défaut d'utilisation qui fait qu'ils n'ont pas une qualité qui ressort des avis clients, qui vont acheter ces produits, les modifier, les améliorer pour aller chercher de l'avis client positif et ensuite pour lancer un bulldozer et être le numéro 1 de la catégorie. Et vous avez des boîtes comme ça qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une vingtaine ou une trentaine de produits. Donc, c'est quand même assez énorme. Nous, comme on est sur du push, finalement, on est obligé de faire beaucoup de publicité qui coûte cher. Donc, forcément, on n'a pas ce volume de recherche natif dont peuvent profiter des produits mainstream. Ce qui différencie quand même la manière de le faire. Et c'est pour ça que pour nous, notre site web est aussi finalement nous apporte une puissance qu'aujourd'hui, les marketplaces ne peuvent pas nous apporter dans l'état actuel du marché. Voilà, en tout cas, de notre marché. Par rapport à votre produit. C'est exactement ça. Voilà. C'est vraiment Mathieu, la différence entre un... Ouais, pardon. Voilà. Super. Merci beaucoup pour votre intervention, Mathieu. C'est très sympa d'avoir pris un peu de votre temps. Je sais que vous êtes très occupé et on a pas mal de sujets d'ailleurs ensemble en ce moment. Merci beaucoup. Et Cédric, peut-être juste pour rebondir sur l'aspect important présenté par Mathieu, le risque de cannibalisation, effectivement, il est réel. C'est pourquoi, voilà, comme on le disait, il faut préparer un lancement sur les places de marché. Ceci dit, voilà, nos clients qui cherchent à éviter ce risque-là, comme l'a un peu fait Mathieu, certains choisissent de vendre certaines catégories de produits, par exemple, pour éviter de cannibaliser leur réseau de distribution historique, leur distributeur historique. Donc, tout ça se gère soit via des catégories de produits, soit via des canaux ou des pays. Par exemple, certains nous ont dit, voilà, nous, on ne touche pas à l'Italie. Par contre, on n'a pas de réseau de distribution en Espagne ou aux États-Unis. Donc là, on peut aller plus facilement sur les places de marché. Et sur les pays pour lesquels il y a déjà un réseau de distribution,
ils autorisent leurs distributeurs à aller sur les places de marché, mais ils s'interdisent de le faire en direct quand c'est une marque. Voilà des exemples. Et je ne sais pas si il nous reste 2 minutes, il y avait 2 questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure. Anna, qu'est-ce que… Oui, Olivier Pauillac avait une question. Olivier, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, bonjour, tout à fait. Ouais. Je n'ai pas mis la vidéo, mais j'écoute bien volontiers cette conférence très intéressante. Merci à tous les intervenants. Oui, j'avais une question sur cette problématique de taux TVA qui est vraiment pas claire du tout. Donc, c'est vraiment très complexe. Je voulais savoir si effectivement, quand la marketplace Amazon, par exemple, pour ne pas la citer, affiche un prix, est-ce que ce prix tient compte de la TVA, de savoir si je suis en Hollande, en France, en Italie ou en Espagne? Ou alors est-ce que c'est la marketplace qui fait qui adapte le taux de TVA comme il faut à partir d'un taux hors taxe donné par le vendeur, ou est-ce que ça doit être le vendeur qui définit son taux de vente? Et là, comment ça se passe en fonction de savoir si l'acheteur, bien sûr, est en Hollande, en Italie ou en Espagne? J'espère que c'est clair ce que je demande. C'est le fonctionnement de la marketplace. Vincent, tu veux répondre sur ça? Pour moi, en fait, c'est la marketplace n'impose pas la gestion des prix TTC, en fait. Donc, c'est au marchand de connaître les règles et définir son prix de vente en TTC, déclarer la TVA par rapport aux règles définies avant le 1er juillet et après le 1er juillet par Cédric. Donc, effectivement, on ne peut pas se dire c'est Amazon ou c'est la place de marché qui gère ce point-là. Je m'en occupe pas, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je ne vois pas comment le vendeur il fait pour savoir si c'est un Hollandais qui commande ou un Italien. En fait, il affiche le prix. En fait, la marketplace va avoir un rôle aussi d'aiguillage et de paramétrage lié aux différents taux par rapport au vendeur final. Donc, effectivement, elle doit poser la TVA. Si on prend l'exemple d'Amazon, on est dans des cas un petit peu particuliers, mais si on est au 1er juillet, avant le 1er juillet, c'est le vendeur, le vendeur connaît la destination finale du produit. Donc, c'est au vendeur de s'assurer d'appliquer le bon taux de TVA. Et ça sera la marketplace qui mettra en place en fait le paramétrage lié au point de chute du client. Et Amazon est un cas particulier parce que Amazon dispose de stocks dans différents pays. Si on commence à générer des ventes assez importantes dans un pays, Amazon se réserve le droit de déplacer des stocks dans les pays de destination, là où les ventes commencent à augmenter. Donc, Amazon va imposer des numéros de TVA à ses sellers. Et du coup, on aura des transferts de stocks depuis la France vers les Pays-Bas, par exemple. Et au niveau des Pays-Bas, du coup, ça sera soumis à une vente locale, donc avec la TVA du pays. Alors, à partir du 1er juillet, c'est là où on aura c'est là où on aura ce changement, c'est-à-dire que le vendeur, après, n'importe où qu'il vende, à partir du moment où on est sur des biens qui sont déjà là, on aura donc du coup une vente qui sera automatiquement appliquée par rapport à la vente finale. En fait, avant la mise en vente de ces produits, le vendeur va indiquer à Amazon les pays cibles vers lesquels il souhaite vendre. Donc, il y aura déjà des paramétrages qui seront opérationnels sur la marketplace. Est-ce que ça répond à votre question? Non, ça me laisse dubitatif. Alors, Amazon n'est pas le bon exemple parce qu'effectivement, il stocke dans les pays de destination ou de vente. Mais si je suis sur une marketplace quelconque, on va dire, voilà, type mano ou un peu plus généraliste, qui va vendre en direct, Oui. Et je ne le sais pas, moi, vendeur, je ne sais pas que c'est un Hollandais qui est en train de commander. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Oui, complètement. Non, effectivement, certaines places de marché ont des versions liées à certains pays. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Là, on sait que si c'est sur… Il n'y a pas qu'Amazon. Par exemple, prenez l'exemple de Decathlon. Decathlon,
a créé sa place de marché là, en Belgique pour l'instant. Ils ont vocation à couvrir quasiment le monde entier. Donc, c'est généralisable, il n'y a pas qu'Amazon. Donc, dans ces cas-là, c'est assez simple. Hein. Si on est sur la version italienne ou américaine, bon, la réponse est dans la question. Après, pour les cas particuliers où on serait un Français qu'on achèterait sur la place de marché américaine, effectivement, là, il n'y a pas de moyen magique automatique pour avertir avant que la vente soit effectuée le marchand. Enfin non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas ce niveau de finesse, en tout cas, pour que le marchand puisse deviner, où il n'y a pas de limite, excepté dans certains pays où là, carrément, vous êtes redirigé, vous êtes forcé par la place de marché en disant que vous n'avez pas le droit parce qu'on sait que vous êtes basé par rapport à votre adresse IP, etc., dans un pays autre. Donc, ça arrive aussi, mais en règle générale, il n'y a pas trop de contrôle préalable complètement automatisé qui permet d'avertir le marchand du fait que le vendeur était dans tel autre pays et respecte un flux sur la règle qui permet de définir le prix. Donc, on n'est pas encore là. Ok. Merci pour les réponses. Je vois pas mal de choses assez intéressantes là-dedans. Mais parlons-en, hein, si vous voulez, on peut en parler après. Je crois qu'on est arrivé un peu au bout du créneau. Enfin, je ne sais pas, Anna, on a encore quelques minutes ou pas? Oui, alors là, je pense qu'on va clôturer. Effectivement, je viens de partager les liens pour les rendez-vous B2B de l'après-midi. Donc, effectivement, Olivier, n'hésite pas à prendre rendez-vous cet après-midi si tu as un créneau avec Vincent. Je contacterai Vincent ou Cédric en direct. Super. Tu auras l'ensemble des participants, de toute façon, recevront effectivement les coordonnées de nos experts. Je vous laisse clôturer, Cédric, Vincent, peut-être. Ouais, le à retenir, Vincent. Ah oui, on avait prévu quelques slides. Si vous deviez retenir, on va dire, quelques messages, tester des marchés à l'export, c'est possible à moindre coût. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Via les places de marché qui sont florissantes, comme vous le savez, notre partenaire Miracle, enfin ou pas, qui est le leader mondial de la création des places de marché, qui est une société française, sort des dizaines de places de marché par an. Donc ça veut dire que quel que soit votre produit, vous avez ou vous aurez une place de marché qui vous permettra de développer vos ventes. Et les solutions logistiques telles que celles proposées par Amazon Cdiscount sont hyper efficaces en France comme à l'étranger. Donc voilà, ça c'est vraiment la très bonne nouvelle. Le choix technologique est fondamental. Comme on vous l'a dit, nous, on prêche pour notre paroisse. Hein. On a un outil qui est tout en un. On a des clients qui viennent chez nous et on remplace à la fois un outil de gestion des commandes, un publicateur, un agrégateur, un gestionnaire de catalogue. Enfin, voilà, il y a des choix technologiques qui sont fondamentaux pour votre réussite, mais pour le coup, ça ne fait pas tout et votre organisation, elle est déterminante. Donc, votre logistique et votre service client doivent être revus avant de se lancer. Voilà. Et puis après, bien sûr, plus vous automatisez vos tâches, comme l'a présenté Nextra Partners, synchronisation des stocks, la traduction, etc., la connexion au transporteur, plus vous rencontrerez le succès rapidement et à moindre coût. Et Cédric, mot de la fin. Et ce qu'il faudra retenir sur les principaux changements dans le cadre de la VAD en termes de fiscalité, c'est la redéfinition de la notion de vente à distance, la suppression de seuil de VAD, ça c'est important, suppression des franchises, de la franchise des colis importés de moins de 22 €, l'introduction des 3 régimes particuliers qui seront facultatifs et des portails électroniques correspondants au HOS, et l'introduction de la redevabilité des marketplaces en matière de TVA. Voilà. On va terminer. Vincent, Cédric, merci